Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, on est parti. Salut Laurent, bienvenue. Re-bienvenue d'ailleurs, devrais-je dire. Bonjour Lucie, bonjour Romain. Bonjour Laurent. Merci. Parce que tu es déjà venu il y a quasiment un an pile. Nous sommes avec donc Laurent Devillers. Tu as été notre premier invité. Et ça nous fait hyper plaisir de te recevoir de nouveau sur Tipping Point pour ce format un peu particulier puisque c'est une bubble. On va parler d'un sujet très spécifique qui s'appelle la théorie U. Tu nous avais fait le plaisir d'accepter d'avoir été le premier à nous faire confiance et à partager ton histoire d'entrepreneur, ton histoire de dirigeant, ton histoire d'homme amoureux de la nature, de la vie, des organisations, de l'écologie intérieure qui se ressent sur l'extérieur. Lors de ton épisode, tu nous as parlé d'un élément qui s'appelle la théorie U, que tu as mis en application, mis en pratique dans tes différentes expériences et tu as accepté de réenregistrer avec nous et de faire avec nous ce petit focus sur la théorie U. Avant peut-être de faire ce focus-là et de partir directement là-dessus, Laurent, peut-être te représenter, je te relaisse la main. Merci Lucie, merci Romain, quel plaisir d'être avec vous à nouveau, après un an, avec vous aujourd'hui. Alors se présenter, moi j'ai une expérience de plus de 20 ans de dirigeant, à la fois dans une entreprise PME qui est ensuite devenue une grande multinationale et principalement à l'étranger, avec plus de 17 ans d'expérience à la fois en Europe centrale, en Allemagne, et puis ensuite dans une entreprise en France, en lien avec un groupe islandais dans les dispositifs médicaux. Je vous invite si vous voulez plus d'informations, à suivre le premier épisode de Tipping Point. Et effectivement, tu l'as dit, un amoureux de la nature qui m'inspire beaucoup, et aussi, je dirais, une mission qui est la mienne, celle de protéger le vivant partout où c'est possible, et en particulier en ces moments difficiles où le vivant est un peu attaqué partout. Alors, on rentre dans le vif du sujet, Laurent. Qu'est-ce que la théorie U ? Tu nous en avais un tout petit peu parlé. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de cette, est-ce qu'on peut dire méthodologie, finalement Oui, on peut dire méthodologie. Pour moi, je l'ai découvert en 2015, lorsque j'étais en Allemagne et travaillé avec un coach qui m'a fait découvrir la théorie U et aussi Otto Scharmer. Donc c'est la personne, Otto Scharmer du MIT, qui a développé avec son équipe le concept de la théorie U. Alors pour moi, je la qualifierais sous 2 points qui sont vraiment très adaptés par rapport au monde d'aujourd'hui. Le premier, c'est sortir du connu, c'est-à-dire du mode d'auto-pilote que l'on peut avoir aujourd'hui. On a une tendance à se relier, se rattacher à ce que l'on connaît et donc à répéter ce que l'on a toujours fait, et qui conduit évidemment au même résultat que ce que l'on a toujours obtenu. Et pour moi, c'est une porte ouverte sur quelque chose de nouveau. Un mot qui est important, c'est l'écoute et l'observation, c'est-à-dire suivre ce qui est vivant en soi,
chez les autres, dans les liens, dans les interrelations, dans les organisations, et surtout ce qui veut se vivre. Et c'est quelque chose de complètement différent que de se baser sur ce que l'on connaît. C'est l'écoute, l'ouverture, et laisser venir ce qui est vivant et ce qui a envie d'émerger. Ça, c'est le premier point. On reviendra sur l'écoute plus tard. Le deuxième point, c'est une approche ou une compréhension systémique. Souvent, dans les organisations ou pour la résolution de problématiques, on regarde un aspect, une facette, sans prendre en compte tous les éléments de la problématique d'un point de vue systémique. Et pour moi, ça a été la première fois et une grande révélation de résolution de problématiques complexes à un niveau systémique, c'est-à-dire qui relie toutes les parties prenantes ou les parties concernées par rapport à la problématique à laquelle on est concerné. Donc je dirais vraiment l'écoute et l'observation. Alors ça s'appelle théorie U parce qu'en fait c'est la forme d'un U qui nous invite à lâcher le connu pour ouvrir le mental en faisant preuve en fait d'une grande curiosité et surtout en essayant de percevoir les éléments contradictoires qui peuvent être des graines d'un futur. Et c'est aussi une invitation, quand on parle d'un mental ouvert ou tête ouverte, c'est de essayer de limiter la voie du jugement, qui est une voie qui empêche l'écoute, l'observation profonde, et surtout à d'autres concepts de prendre naissance. Le deuxième point, c'est le cœur ouvert. Et ici, c'est vraiment faire preuve d'empathie, de compassion, et je prendrai un exemple tout à l'heure, d'être complètement présent avec les personnes avec lesquelles nous discutons ou nous échangeons pour percevoir la problématique en se mettant à leur place. C'est vraiment la définition en fait de l'empathie et de la compassion. Je perçois et respecte, j'écoute le point de vue de l'autre personne. Qu'est-ce qu'il a à me dire ? Comment il se sent, comment il voit la situation, mais aussi comment il me voit et m'intègre dans cet écosystème. Et là aussi, il y a une voie à éteindre, c'est la voie du cynisme. Comme on parlait tout à l'heure de la voie du jugement, c'est la voie du cynisme qui empêche justement ce lien par le cœur, par la compassion et l'empathie à l'autre personne. Et le troisième point de l'écoute, c'est un corps ouvert ou une volonté ouverte, c'est-à-dire par une présence physique, corporelle, à ce qui est, je ressens à l'intérieur de moi et aussi dans le champ, ce qui a envie d'émerger et d'être vécu. Et là aussi, une des conditions, c'est de faire attention à la voix de la peur qui est présente souvent et qui nous empêche cette présence complète et ce lien intérieur et extérieur par rapport au champ. Donc pour résumer rapidement, c'est un alignement tête, cœur, corps, une ouverture tête, cœur, corps, qui permet une présence totale aux forces de vie, aux élans créateurs qui ont envie d'émerger en nous et par nous. On peut dire aussi que c'est vraiment faire confiance à son intuition, à son ressenti, à ce que veut dire notre corps, à ce que veulent dire nos émotions et à ce que l'on comprend également au niveau mental. Est-ce que pour peut-être simplifier un peu, Laurent, est-ce qu'on peut dire que habituellement, quand on est face à un problème, on se rappelle nos expériences passées, on se rappelle ce qu'on a déjà testé, on se rappelle ce qu'on a
raté, et on va prendre une solution, en tout cas on va prendre une décision à l'aune de tout ça. Quand tu dis la voie de la peur, la voie du cynisme, ça a pas fonctionné, ou ça on a toujours fait comme ça, donc on va continuer de faire comme ça. Donc c'est ce que tu dis, c'est on lâche tout ça, on lâche le raisonnement mental à l'aune de l'expérience passée, de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, pour se dire, tiens, on s'ouvre à des choses qu'on ne connaît pas du tout, qui pourraient émerger dans le futur, mais qui sont complètement pas lisibles à l'heure actuelle. Et l'ouverture que tu viens juste d'expliquer permet d'aller chercher à l'intérieur ces petites graines qui nous montrent une voie future qu'on ne connaissait absolument pas. C'est très bien ça. Résumé, c'est ça. En fait, lorsqu'on a des problématiques, on est souvent très dans le mental, à analyser, à essayer de retrouver des liens par rapport à ce qui est connu. Donc là, en fait, c'est une invitation, comme dans le U, à descendre à la fois au niveau du cœur et au niveau du corps pour bien ressentir ce qui veut émerger. Et en fait, dans la théorie U, c'est une phrase aussi de Otto Scharmer qui dit que les graines du futur, elles sont déjà là. Et en fait, par cette présence à la fois corporelle, au niveau du cœur, c'est-à-dire du lien par rapport aux autres, et aussi au niveau du mental, qui est aussi très très important, on arrive à les percevoir et à les faire germer. Ça prend combien de temps de descendre dans ce U quand on est face à un problème ? Ça dépend. Ça dépend, je dirais, de l'état intérieur de la personne. Ça peut être très très rapide. On a tous fait cette expérience où nous avons eu parfois, face à des défis ou des problématiques, des difficultés à sortir du mental et de ce qui est connu, et on sent que ça avance pas, que ça bouge pas, que c'est une forme de blocage qui apparaît, et que on a tous aussi parfois ressenti des moments de forte présence, de lien à un champ ou à des énergies ou à une intuition qui nous laissait en fait émerger des choses nouvelles auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Je pense que tout le monde peut se remémorer un épisode, soit un blocage, ou alors un moment où, hop, comme un éclair est apparu. Donc ça dépend de l'état intérieur de la personne, je dirais, et de sa disponibilité pour descendre dans le U, ce qui nécessite aussi un travail personnel. Comment je peux faire des espaces de silence, d'écoute en moi pour permettre cette descente tête, cœur, corps. Est-ce que la méditation, la respiration est un élément qui peut aider à cette descente en profondeur ? C'en est un, c'est pas le seul. Je pense que chaque personne peut trouver une façon différente. Je pense que ce qui est important, c'est d'apaiser le mental. Ça peut être le sport, ça peut être la présence dans la nature, ça peut être la réalisation d'un art, de la musique, de la méditation. Je pense que c'est pas une solution qui convienne à chaque, c'est trouver quelque chose qui nous permette de créer ces espaces dans lesquels on a du silence, qui est en fait la première condition pour descendre dans le U et être en écoute et observation. Alors on est descendu dans le U et ensuite on remonte. Voilà, donc quand on arrive donc au fond du U, c'est ce moment de présence où on se sent en lien avec un champ, avec quelque chose de plus grand et de plus large que nous, qui laisse émerger en fait les graines du futur. Et lorsqu'on les perçoit, ce qui est très important, c'est ensuite de pouvoir les cristalliser et de pouvoir passer à l'action. Alors ici, on ne parle pas de grande action avec un plan complètement ficelé. Ce sont trouver le courage et aussi l'audace de laisser cristalliser ces idées et de faire le premier pas d'action. Ça, c'est aussi un point très important. Cristalliser, pardon, Laurent. C'est en fait de bien la percevoir et de la ressentir. Quelle est l'idée qui veut émerger? Quel est le premier pas, la première action que je peux mettre en mouvement? En fait, le synonyme serait plutôt mettre en mouvement des idées de graines qui ont pu éclore.
se mettre en mouvement en se disant mais quel est le premier pas, quelle est la première action que je peux mettre en place et avec qui et comment. Bon, super. Ça donne quoi? Alors, concrètement, est-ce que tu as un ou deux exemples dans l'entreprise quand on applique, en tout cas je sais pas si on peut dire on applique, mais qu'on suit ce chemin? Oui, donc j'ai 3 exemples que j'aimerais partager avec vous parce que je les trouve concrets et applicables à la fois d'un point de vue individuel mais aussi au niveau collectif et dans une organisation. Le premier, c'est ce qu'on appelle le stakeholder interview. Je le dis en anglais parce qu'en fait, vous pourrez trouver sur le site internet de Théorie U l'ensemble du matériel qui est disponible. Ici, en fait, il s'agit d'interviews qui durent environ 1 heure, qui se font soit par téléphone ou en face à face avec une personne. C'est par rapport à une problématique, un défi ou un projet que l'on veut lancer. L'intention est en fait d'écouter et de passer du temps avec une partie prenante ou une partie concernée par le projet ou par le défi que l'on rencontre. C'est en fait voir son travail, voir ses actions par la perspective ou par les yeux ou le regard d'une partie prenante. Et en fait, une des vraies conditions de ce stakeholder, enfin de la réussite du stakeholder interview, ça dépend de nous, c'est-à-dire de notre condition intérieure qui nécessite une vraie préparation pour mettre de côté la voie du jugement, la voie du cynisme et la voie de la peur. Et de laisser aussi le temps d'écoute, d'observation, pour regarder quels sont les meilleurs futurs possibles. Donc c'est un processus qui est très simple. Rencontrer une personne, préparer en amont un ensemble de questions sur une problématique ou un défi que l'on rencontre, et passer du temps après une phase de préparation. Moi, je recommande en fait de passer 15 à 20 minutes de préparation personnelle, individuelle, avant de rencontrer la personne, c'est-à-dire de préparer cet alignement tête, cœur, corps, pour être complètement disponible, à la fois mentalement, mais aussi au niveau empathique et proximité avec la personne, et au niveau corporel, avec cette personne. Et c'est quelque chose qui est tout à fait magique, parce que lorsqu'on est en pleine présence et connexion avec l'autre personne, on a des idées qui peuvent être proposées, on a aussi parfois des émotions, des ressentis, des ressentis corporels qui nous donnent des indications très importantes sur le travail, la relation, la qualité des relations avec ces parties prenantes. Est-ce que ça nécessite un travail de préparation aussi pour l'interviewer ? Non, en fait, il faut que ça soit le plus naturel possible. Je pense que l'intention de celui qui fait l'interview doit être vraiment d'être en pleine présence et en complète ouverture, c'est-à-dire d'écoute avec tout son cœur, avec tout son corps, avec tout son être, pour percevoir, pour ressentir ce que l'autre personne veut dire ou ne pas dire, et ce qui est présent en fait dans le champ. Quand 2 personnes se rencontrent, il y a 2 champs qui se rencontrent, mais qui font aussi plus grand, et c'est se mettre en contact de ce plus grand qui naît de du contact de 2 personnes. À quel moment tu as utilisé cet outil ? Alors moi, je l'ai utilisé beaucoup quand je commençais dans des nouvelles fonctions de dirigeant, parce que c'est un moment important pour bien comprendre les enjeux
des équipes, des organisations, mais aussi des partenaires, que ce soit des clients ou des fournisseurs de l'entreprise. En fait, c'est bien prendre le temps, en commençant un nouveau challenge et un nouveau travail, de passer du temps avec les personnes pour bien comprendre quels sont leurs enjeux, quels sont leurs besoins et de quoi a besoin aussi l'organisation ou les parties prenantes. Et quand on le fait 10, 20, 30 fois, 40 avec des personnes différentes, on a en fait une vision claire de ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'organisation, dans les équipes, à la fois en interne, mais aussi en externe. Parce que en ayant une grande disponibilité et ouverture, et là le point le plus important, c'est de se détacher du connu, en essayant de ne pas se raccrocher au connu, on découvre, il y a une très grande générosité des personnes qui donnent beaucoup d'informations, et c'est très aidant. Donc je trouve ça très intéressant dans cette situation-là, où par exemple pour un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités, ou alors vraiment lorsqu'il y a une problématique spécifique avec certaines parties prenantes, par exemple des clients. Ok, donc ça c'était ton premier outil, la stakeholder interview. Le deuxième, dis-nous tout. Alors le deuxième, c'est quelque chose qui est que l'on appelle le case clinique, ou l'écoute de cas. Donc c'est un donneur de cas qui présente une situation, une problématique, un défi, un challenge à un groupe de 5, 6, 7 personnes. Donc pour moi, l'idéal, c'est un groupe qui fait maximum 8 à 10 personnes. Donc ici, c'est un outil qu'on appelle aussi parfois co-développement, qui est appelé différemment dans la théorie U, qui s'appelle le case clinique, parce qu'il y a une chose qui est un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Donc en fait, c'est un donneur de cas qui présente une problématique, et l'intention en fait, elle est d'accéder à la sagesse et l'expérience des pairs et du groupe, d'aider la personne qui rencontre ces problématiques à trouver un chemin, mais l'intention, elle est de ne pas essayer de résoudre, parce que lorsque l'on fait des co-développements ou ce genre d'outils, un des risques, c'est de vouloir atteindre le plus rapidement une solution. Et que les personnes qui participent au case clinique aient la volonté de proposer le plus rapidement possible des solutions. Donc ici, l'intention est de faire émerger d'autres perspectives, de bien écouter ce que le donneur de cas présente, de le laisser résonner en soi, et de faire preuve d'une grande discipline pour ne pas essayer de résoudre et d'apporter des solutions trop rapidement. Voilà, donc de laisser résonner. Donc concrètement, ça se fait en 5 étapes qui ont pour intention de faire émerger d'autres perspectives qui pourront servir aux donneurs de cas. La première étape, c'est une étape qui dure entre 10 et 20 minutes, dans laquelle le donneur de cas explique concrètement son défi, la problématique complexe qu'il peut rencontrer. Donc ce qui est important, c'est qu'il indique quelles sont les parties prenantes, quels sont les futurs qu'il a envie de créer, de voir émerger, qu'est-ce qu'il a à lâcher ou à apprendre, et surtout de pouvoir nommer clairement quels sont ses besoins et à quel endroit il a besoin d'aide de la part de ses pairs qui participent au case clinique. Donc cette phase, elle est vraiment importante pour pouvoir nommer et faire ressentir et faire résonner ce qui se joue par ce défi complexe. La deuxième étape, c'est une phase de silence
dans laquelle on se connecte justement tête, cœur, corps pour essayer d'écouter en fait les résonances, c'est-à-dire de se dire mais quelles sont les images, quelles sont les métaphores, quelles sont les sensations, quelles sont les émotions, quels sont les gestes ou aussi ce qu'on a pu ressentir au niveau corporel que moi j'ai ressenti lorsque le donneur de cas a présenté son cas. Parce qu'on s'aperçoit que très souvent, on a pu connaître des situations assez semblables qui nous font émerger des images et aussi des perspectives très différentes pour le donneur de cas. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est ce qu'on appelle la phase miroir, c'est-à-dire que chaque personne, et pas le donneur de cas, va pouvoir nommer ce qui lui est venu en termes de résonance. Par exemple, en disant, OK, quand tu expliquais ce cas, pour moi est apparue une image de montagne, par exemple, et en expliquant ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, ou une émotion, pour se dire, bah, tiens, quand tu parlais, j'ai ressenti, j'avais des tensions au niveau de l'épaule, par exemple. C'est-à-dire de faire miroir sur la résonance qu'a produit, soit au niveau mental, soit au niveau cœur, soit au niveau émotion, soit au niveau du corps, le cas qui a été présenté. Et là, je pense que c'est vraiment la très grande subtilité du case clinique dans la théorie U. Après cette phase qui dure à peu près 15 minutes également, le donneur de cas fait en fait un retour ou fait part de ses réflexions par rapport à ce qu'il a entendu et également ce que ça a pu apporter en termes de résonance pour lui et surtout quelles sont les nouvelles perspectives qui lui sont apparues par rapport à ce qui a été échangé. Et puis la cinquième étape, c'est l'étape du dialogue génératif, c'est-à-dire par rapport aux résonances qui ont été présentées par les pairs, mais aussi aux nouvelles perspectives qui ont été ressenties par le donneur de cas, on ouvre un espace de dialogue. C'est un dialogue génératif donc qui ne fonctionne que si on se met au service du cas. L'intention, c'est pas de défendre son avis, son opinion, c'est vraiment de dire, ok, je suis ici pour servir le donneur de cas, de servir cet espace qui est dédié à cette problématique pour le donneur de cas. Et c'est ici en général que se produit la magie lorsque l'on a ce dialogue génératif, apparaissent des idées nouvelles et sur lesquelles on co-construit et apparaissent à nouveau et enrichis ensemble et apparaissent à nouveau d'autres idées. Donc en fait, au final, c'est pas un plan complètement détaillé sur les 3 prochaines années qui ressort, mais ce sont de nouvelles perspectives auxquelles la personne n'aurait pas pu penser toute seule, qui sont offertes par les pairs aux donneurs de cas. Et dans des situations concrètes, dans des problématiques que l'on a pu rencontrer, que nous on utilisait avec l'équipe dirigeante, moi j'ai vu des solutions émerger sur des problématiques très complexes, assez vite, sur un temps de 1 ou 2 heures, auquel on n'aurait jamais pensé si on était resté seul ou uniquement avec son équipe. T'as un cas, sans trahir de secret, que tu peux partager avec nous ? Il y a eu des cas, en particulier en termes de problématiques de dynamique d'équipe ou d'organisation, qui sont souvent des problématiques
complexe pour un leader et qui offre complètement d'autres perspectives, qui ont en tout cas extrêmement bien fonctionné en se disant ok voilà, sont apparues d'autres choses auxquelles on n'avait vraiment pas du tout pensé. Là, tu as besoin de quelqu'un qui facilite, en tout cas qui est formé, qui connaît ces étapes-là. Comment est-ce que c'est toi qui facilitais? Est-ce que c'est le donneur de cas? Est-ce que c'est une habitude en fait que prend une équipe et n'importe qui peut un peu faire avancer le groupe, rappeler le cadre, tu vois, parce que c'est pas naturel de se mettre au service d'un cas. C'est pas naturel, c'est vrai. Et donc, dans un premier temps, c'est mieux de le faire avec un coach pour se faire accompagner et surtout pour la facilitation du processus. Mais quand on l'a fait plusieurs fois, moi je trouvais une vraie appétence des personnes avec lesquelles je travaillais sur le dit « Ok, je me mets au service d'une problématique qui n'est pas que la mienne », de façon très généreuse, parce que moi aussi je peux rencontrer des problématiques et je trouvais une vraie volonté d'utiliser le case clinique pour dire voilà, je me sens pas seul, je sais que je peux compter sur mes pairs et j'ai le courage de présenter cette problématique que je rencontre à l'ensemble de mes mains. Et quand on le fait plusieurs fois, se crée vraiment des climats de confiance très très forts au sein de l'équipe, parce que chacun sait que la personne a le courage de présenter une difficulté qu'elle rencontre, et chacun se met vraiment au service. Donc ça se fait naturellement, et les premières fois, il faut le faire avec un coach et un accompagnement. Et puis, il y a aussi une variante dans la théorie U qui est une écoute de cas qui allie aussi le mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui s'appelle le Social Presencing Theater, que moi j'ai découvert et que je trouve extrêmement puissant. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la présentation du cas, il y a ensuite des mouvements corporels qui sont faits par tous les pairs, qui construisent en fait une sorte de figure ou de représentation qui montre la problématique et qui ensuite évolue par des mouvements vers une autre sculpture, comme c'est nommé au niveau de la théorie U, et qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'ici, on a la capacité au niveau corporel de se relier et de faire émerger aussi des propositions nouvelles. Donc ça, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Oui, parce que là, est-ce que c'est quelque chose de très libre ? Oui, c'est très libre. Ouais. Très, très libre, qui allie le mouvement. Et moi, enfin, quand je l'ai fait, j'ai toujours été bluffé par la rapidité des sculptures ou des figures qui se mettent en place. La première, après la proposition du cas, puis ensuite, ça évolue vers une autre figure dans laquelle on nomme aussi ce que l'on a ressenti ou ce qui émergeait par rapport à un mot ou une image, et qui est extrêmement puissant. Pour ceux qui voudraient tester, je crois qu'il y a des formations. Oui, il y a des formations qui se font également en France sur à la fois le case clinique, mais aussi sur le Social Presencing Theater. Tu avais un troisième exemple que oui. tu voulais nous nommer. Donc, le troisième exemple s'appelle les Sensing Journey, qui est aussi un outil extrêmement puissant pour pouvoir se connecter ici au système dans lequel évolue l'organisation et l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui se fait sur 1 à 3 journées,
qui a pour intention en fait de sortir de ses routines et surtout de l'intérieur de l'entreprise et d'aller rencontrer les parties prenantes, mais aussi les lisières, les frontières des écosystèmes. Parce que lorsqu'on est dirigeant, nous sommes des équipes dirigeantes, on a une routine, une rituel qui se met en place et on a une forte implication au niveau interne, au niveau de l'entreprise, et on oublie un peu la richesse d'aller se confronter avec les parties prenantes et de sortir de ces routines. Donc c'est en fait une intention, c'est d'aller dans un environnement qui n'est pas familier et de construire avec les parties impliquées ou les parties prenantes des relations qui sont très très particulières. Donc c'est un groupe également de 5 à 8 personnes, donc ça peut se faire sur un CODIR ou un COMEX. Là aussi, l'intention est d'organiser cette journée sur les lieux qui sont pertinentes, en rencontrant également les personnes qui sont pertinentes par rapport à une problématique, un défi ou un challenge, mais ici systémique et complexe que l'on peut rencontrer. L'intention, c'est pas de les faire venir dans l'entreprise et de faire une plénière, quoi. Une plénière. Ici, c'est vraiment d'aller sur leur lieu, sur le lieu où sont ces personnes, de les rencontrer, de préparer aussi en amont un certain nombre de questions en lien avec cette problématique, et surtout, à nouveau, d'écouter totalement, tête, cœur, corps, écouter, observer ce qu'ils veulent nous dire. Alors des types de questions, c'est quels sont les défis que vous rencontrez, par exemple, dans la collaboration avec nous, dans votre fonctionnement, par exemple, pour une partie prenante, quels sont les blocages que vous avez, qu'est-ce qui marche bien, quelles sont les forces, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, et puis s'il y avait quelque chose, par exemple, sur les 6 prochains mois que l'on pouvait modifier dans notre coopération, ça serait lesquels, pourquoi. Et là aussi, à nouveau, c'est de ressentir ce qui est vivant, ce qui a envie d'émerger, ce qui a envie de naître dans le système et dans les relations avec les parties prenantes. Il y a aussi un point qui est très très important, c'est d'inclure les sans-voix. Parce que dans nos routines de manager ou de leader, on a une tendance à rencontrer les mêmes personnes, les mêmes acteurs, les mêmes parties preneurs, les mêmes distributeurs, les mêmes clients. Mais ici, c'est vraiment de se dire, ok, par rapport à la problématique, je vais vraiment rencontrer les personnes que je ne rencontre pas d'habitude. Je vais rencontrer les personnes dans une usine d'un de mes fournisseurs, par exemple, où je vais rencontrer des utilisateurs qui sont de mes produits ou des clients, mais sur leur lieu. C'est-à-dire vraiment les personnes qui sont sans voix en général, que l'on ne rencontre pas. Ensuite, il y a une phase qui est très importante après cette journée. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter et observer, et surtout ne pas justement mettre de côté la voie du jugement, de ne pas commenter ou interpréter, c'est-à-dire de se laisser complètement imprégner dans ces journées et d'observer, de prendre des notes sur ce qui est utile à prendre des notes. Et ensuite, il y a une phase de débriefing perso à faire, avec des questions qui sont intéressantes. C'est par exemple, qu'est-ce qui m'a surpris quand je suis allé sur ce lieu, sur cette partie prenante? Qu'est-ce qui m'a surpris? Qu'est-ce qui m'a touché lorsque j'étais en contact ou en discussion avec cette personne? Ensuite, utiliser des métaphores ou des images. Par exemple, si cette organisation était un organisme vivant, ça serait quoi? Qu'est-ce qui me vient? Lequel?
quel type d'organisme vivant, qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qui empêche ce système d'avancer et d'être plus vivant, et quelles sont aussi les prochaines initiatives et les prochaines étapes que j'ai ressenties, que l'on peut mettre en place avec cette partie prenante. Et lorsque l'on que l'on répond à ces questions, là aussi c'est vraiment très surprenant. Ce qui ressort de ces étapes d'immersion et de ces journées d'immersion. Et la dernière étape de la Sensing Journée, c'est de passer du temps en collectif pour partager justement quels ont été nos ressentis, quelles ont été les phases de résonance pour faire émerger collectivement des possibles que l'on a senti vouloir émerger lors de cette immersion sur le terrain. Est-ce que par exemple dans le fait d'interroger les sans-voix sur l'installation d'une usine, tu pourrais interroger la biodiversité et donc avoir quelqu'un qui prend le rôle de la forêt qui est à côté, la faune, la flore qui va être potentiellement repoussée. Est-ce que c'est ça aussi, interroger les sans-voix ? Tout à fait. Donc là, ça fait aussi partie du processus dans le Sensing Journey. C'est de la terre, le territoire, mais aussi d'autres personnes, hein, les personnes qui sont dans ce territoire et qui sont pas en relation tout à fait directe avec l'entreprise, qui sont pas en voix normalement dans l'entreprise, ont à être consultés. Effectivement, ça en fait partie. Et c'est là aussi la puissance, hein, justement, de l'outil pour tenir compte de toutes les parties prenantes, y compris celles qui ne peuvent pas s'exprimer peut-être directement, pour bien tenir compte de tous les impacts que l'entreprise a sur son écosystème ou sur une problématique. Bon, super, merci beaucoup Laurent. Pour aller plus loin, pour les personnes qui s'y intéresseraient, est-ce qu'il y a des ressources qu'on peut nommer pour creuser ces exemples, en trouver d'autres, se former, trouver des coachs aussi qui sont formés et qui peuvent accompagner? Oui, donc il y a déjà lire des ouvrages sur la théorie U, Leading from an Emerging Future, qui est en anglais, et puis aussi il y a l'essentiel de la théorie U qui est en français, qui sont des ouvrages qui introduisent en fait sur la méthodologie de Otto Scharmer sur la théorie U. Ensuite, il y a aussi des sessions qui sont organisées par le Presencing Institute du MIT, qui ont pour intention qui s'appelle Theory U1X, qui est en fait une formation qui dure 4 mois, qui a pour intention de présenter et de faire ressentir la puissance de l'outil de la théorie U. Et puis ensuite, il y a des coachs, des facilitateurs qui sont formés pour le Sensing Journey, pour le case clinique, le stakeholder interview ou d'autres outils, y compris le social presenting theater. On partagera aussi tout ça sur le site tipping-point.fr. On mettra tout ça en ligne. Ouais, super. Merci beaucoup, Laurent. Ça donne envie d'essayer et de résoudre nos problématiques un petit peu différemment. Je crois qu'on en a bien besoin dans un monde qui est de plus en plus complexe et qui nous demande toujours plus de ressources intérieures pour réussir à y faire face. C'est des beaux outils, et une belle méthodologie à aller explorer. Oui, et en particulier dans le monde dans lequel nous vivons, où il y a beaucoup de polarité, noir, blanc, ici, ça apporte beaucoup de capacité d'aller dans le subtil des relations de plus grand, de faire confiance à son intuition, et puis, je dirais, en conclusion, suivre
les élans créateurs et de vie que l'on a en soi et qui sont de très très bons jalons sur ce qui a envie de naître. Bon, super. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez aimé écouter Laurent, ce leader éclairé, ce leader aligné, ce leader authentique, n'hésitez pas à aller écouter aussi l'épisode 1, Laurent de Villers, sur Tipping Point. Merci beaucoup, on se retrouve à très bientôt. Merci Laurent. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!